Bienvenue dans Big Boss, immersion aujourd'hui dans une entreprise vieille de 127 ans. La société Touring démarre en effet ses activités en 1895, ça ne s'invente pas. Et son patron est notre invité, Bruno de Thibault. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors c'est vrai que l'origine et la naissance de Touring est assez intéressante, presque cocasse dirons-nous, puisque c'est d'abord un club de cyclistes. Et oui, oui, en effet, c'était un club de cyclistes et qui avait pour but surtout de mener des actions auprès des autorités pour obtenir des pistes cyclables, parce qu'à cette époque-là, c'était surtout des chemins en terre pour les calèches. Et donc, c'était avoir des pistes cyclables pour pouvoir se déplacer d'une ville à l'autre. Et donc, voilà, à peu près 127 ans plus tard, nous sommes toujours avec les mêmes débats aujourd'hui de développer des nouvelles pistes cyclables, notamment à Bruxelles. Oui, c'est un débat qui intéresse fort Pauline de Glume, journaliste à l'Écho. Bienvenue Pauline, merci de m'épauler dans cette émission. Et c'est vrai que Touring, finalement, a une histoire intimement liée à Bruxelles. Ah oui, c'est clair. Déjà, ils sont basés ici. Ils ont été longtemps sur la loi. Et puis Bruxelles, c'est une ville qui cristallise énormément tous les enjeux actuels de mobilité. Et dans ces débats, Touring, on le verra plus tard, est quand même un acteur qui prend part à ces débats. Eh bien, on va discuter de ça dans un instant, mais avant, il y a une petite séquence qui nous permet d'un peu mieux faire connaissance avec vous, avant de rentrer au cœur de l'entreprise. On a envie d'en savoir plus. À 55 ans, vous êtes papa de 3 enfants, licencié en sciences commerciales et financières, entre autres. Vous rejoignez Touring en 2001, ça fait quasi 20 ans que vous êtes dans cette entreprise. Vous étiez au départ responsable marketing et vous avez gravi les échelons jusqu'au poste qui vous occupe aujourd'hui. Et c'est un ancien camarade d'université et néanmoins ami, puisqu'il a été aussi votre témoin de mariage, qui a accepté de nous dévoiler un peu de votre personnalité. Vous voyez de qui je veux parler. Oui. Luc Uytenhove, qui dirige aujourd'hui lui aussi une entreprise depuis plus de 20 ans, une entreprise spécialisée dans les placards sur mesure. On ne va pas citer la marque, mais on a compris. Eh bien, on va l'écouter, il nous en dit plus et on en parle juste après. Bruno, je l'ai rencontré dans les couloirs d'HEC Saint-Louis, où nous avions décidé de faire une licence en sciences commerciales et financières. Il est assidu au cours, il prend d'excellentes notes d'ailleurs, qu'il avait la gentillesse de partager avec ses amis. C'est pas le noceur dans toute sa splendeur, loin de là, c'est le type réfléchi, le bon ami, la personne sur qui on peut compter. On a fait notre blocus ensemble et ça marchait assez bien parce qu'avec lui j'avais la structure, le respect d'un horaire. Un jour d'examen, j'avais un peu traîné, il est devenu super nerveux et angoissé dans l'idée qu'on allait arriver en retard. On a couru jusqu'à ma voiture et au premier carrefour on a eu un accident. Et il m'a souvent répété en rappelant de ça que c'était l'un de ses pires souvenirs de sa vie estudiantine. C'est un homme de conviction, c'est quelqu'un qui sait faire avancer des projets, qui sait se donner les moyens aussi. Il y a toujours une grande place pour la vie des autres. Il sait construire avec les autres ses projets. Bruno, il attache vraiment une grande importance à la famille et aux valeurs familiales. Tout tourne autour de ça pour lui. Il a été coach de l'équipe de hockey de son fils au Wellington à Uccle pendant plus de 8 ans. Il a certainement un défaut, il adore les bons repas. On ne prend jamais assez de temps pour multiplier ces bons moments ensemble. Il faut le regretter parfois un peu. Alors voilà, c'est un défaut, une qualité, vous aimez bien les bons repas. Oui. Luc Uytenhove, là, vous lance une invitation. Vous êtes vraiment un bourreau de travail. Mais oui, un peu trop. Donc, c'est essayer de trouver le bon équilibre. Et en plus, voilà, ces dernières années, ce n'était pas du tout évident, avec notamment la crise Covid qu'il fallait gérer. Imaginez-vous qu'on avait dû, du jour au lendemain, en mars 2020, mettre plus de 400 employés du jour au lendemain de pouvoir travailler depuis leur domicile, sachant qu'on traite à peu près plus de 600 000 appels par an. Et donc, mettre en place toute une infrastructure pour que les appels puissent arriver au domicile de chaque opérateur. C'était quand même un défi important et donc gérer cette crise, ça a été ça a pris beaucoup de temps. Et puis sans oublier qu'on sortait de la crise l'année passée durant l'été et après ça est arrivé aussi les intempéries, les inondations en Wallonie.
et ça a été de nouveau, je dirais, des mesures extraordinaires à prendre. Et donc oui, être CEO d'une société d'assistance, on n'a jamais le calme, il n'y a jamais une période plus calme. Vous êtes d'accord avec l'image d'homme de conviction et de manager à l'équipe des autres? C'est comme ça que vous voit votre ami? Oui, au fait, comme vous l'avez dit, ça fait moins de 20 ans que je suis chez Touring. Et au fait, cette société me donne aussi un sens à ma vie. Au fait, cette société, on s'est aidé des gens qui sont dans le pétrin, si je peux dire, tant au bord de la route qu'à l'étranger. Et on se retrouve quand même souvent avec des situations un peu précaires. Et donc, ça me donne un sens d'aider l'autrui. Bon, c'est vrai que pendant les études avec Luc, comme il l'a dit, moi, j'étais quelqu'un de assez organisé. Je faisais bien mes synthèses et que j'avais aucun souci de pouvoir aussi les transmettre. L'examen qu'il a failli vous faire rater, vous l'avez réussi? Oui, mais je voulais dire que le stress d'avoir un accident sur le chemin, ça n'a pas aidé. Et puis, on va revoir cette image où vous êtes coach de jeunes hockeyeurs. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Mais c'était super enrichissant. Bon, c'est vrai que c'était le Wellington qui cherchait un papa pour coacher les équipes de jeune âge. Et moi, je dis, désolé, mais moi, je ne m'y connais rien du tout en hockey. J'ai fait du football dans ma jeunesse. Il me dit, c'est la même chose, les règles, c'est bon. Et donc, c'est les mêmes règles quasiment, bien que la balle était un peu plus petite. Oui. Et, mais au fait, oui, c'est enrichissant de nouveau d'essayer d'inculquer à des enfants, donner certaines règles, mais aussi, pour moi, c'était un peu aussi un jeu d'esprit aussi, parce que vous jouez contre une autre équipe, alors à cet âge-là, c'est pas la victoire qui prime, mais c'était aussi pour moi intéressant d'essayer d'identifier assez rapidement un peu les forces et les faiblesses de l'équipe adverse, et donc d'essayer d'inculquer à des enfants de 6 ans. Bon, après ça, quand ça a évolué jusqu'à 14 ans, c'était autre chose. Mais d'adapter la tactique, il faut aller plutôt sur le côté droit. Donc ça vous a plu visiblement et peut-être même servi après dans le management. Allez, nous avons eu l'occasion de passer une journée sur le terrain avec vos équipes. On va tout de suite regarder ça. Ce sont des images signées Frédéric Dehainaut, montage Laurence Patiarelli. Il est bientôt 9h et Christophe Matisse, patrouilleur pour Touring depuis plus de 4 ans, s'apprête à démarrer sa journée de travail. 1, 2... C'est à la centrale de Forêt que les patrouilleurs viennent chercher leur matériel nécessaire au dépannage. Les batteries, c'est ce qu'on consomme le plus? Oui, exactement. Oui, c'est la panne la plus récurrente chez les clients. Oui. Le véhicule est prêt à partir. Sur l'ordinateur de bord, la première mission de la journée tombe. On va sur une Citroën Jumper. La voiture ne veut pas démarrer, donc on va une fois regarder ce qui se passe. Hein. J'ai fait ma formation en garagiste mais le côté sociable me manquait. Donc j'ai vraiment trouvé ça dans ce métier-ci, chez Touring. Franchement, c'était vraiment bien. Je suis vraiment content d'aider les gens aussi, hein, c'est chouette. Sur la route, comme Christophe, 200 patrouilleurs sillonnent toute la Belgique. C'est le dépanneur Touring, hein, l'appareil. Bonjour, vous êtes bien donc en panne à Forêt? Je serai là dans 4-5 minutes. Bonjour monsieur. Spécificité de Touring, les dépannages se font directement sur place, du moins quand c'est possible. C'est pas réparable sur la route ici malheureusement, parce qu'en fait c'est la clé qui n'est plus détectée par la voiture. Et donc malheureusement il faut que la voiture aille au garage. Voilà, donc je viens d'appeler le garage. À la centrale d'alarme nationale, on traite tous les ans plus de 680 000 appels de clients pour les dépanner. Je vais donc prolonger votre véhicule de remplacement, monsieur. Ici, les appels qui arrivent, c'est vraiment des appels des clients en direct qui nous appellent avec des problèmes techniques ou des problèmes de stress qui se rencontrent sur la route. Une fois qu'eux, ils ont récolté toutes les informations, le dossier part automatiquement vers le dispatching. Eux, ils vont vraiment faire le lien avec la panne et le bon patrouilleur pour que le client soit aidé le plus correctement possible et le plus rapidement possible aussi, bien sûr. Après avoir passé plus d'un siècle rue de la Loi, c'est désormais à 2 pas de la place Rogier que Touring a son quartier général. Sur 3 étages, quelques 150 personnes font tourner Touring.
Tout d'abord, le service à la clientèle. Donc, tous nos membres, ils ont des questions, ils doivent renouveler leur affiliation, ils ont des questions parfois juridiques sur la circulation des amendes qu'ils ont reçues, etc. Donc, un service clientèle assez étendu. Un service marketing, bien sûr, pour faire la promotion de nos produits. Puis, un centre communication, un service RH, bien sûr, un service comptabilité. Donc, tous les services, je dirais, général se retrouvent ici. Sur nos plateaux. Quant au call center, il fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour répondre à toute demande, qu'elle soit technique ou médicale. Car l'assistance voyage fait aussi partie de l'ADN de l'entreprise. 450 000 familles y sont affiliées. Pour les problèmes techniques liés à la voiture, on est partout en Europe. Et pour les problèmes médicaux, là, on est vraiment dans le monde partout. Et tout ça, c'est grâce à notre réseau qui s'appelle Arc Europe, en fait. Donc, on a les collègues en Hollande, en Italie, en Espagne, avec lesquels on a des accords. Retour sur la route avec notre patrouilleur. Donc là, on va sur une Audi TT qui ne démarre pas non plus. Aujourd'hui, Touring s'occupe de 300 000 clients privés. On va faire le diagnostic une fois arrivé. Sur une année, notre patrouilleur va parcourir entre 100 000 et 150 000 kilomètres. C'est donc dans ce garage situé au centre opérationnel de Forêt que 3 mécaniciens et 2 magasiniers entretiennent et réparent les voitures du personnel sur les routes en région bruxelloise, mais aussi dans les 2 Brabants. L'objectif est toujours de rendre la mobilité aux clients et plus de 70% des interventions de nos patrouilleurs permettent de réparer sur la route et d'assurer la continuité du chemin. Seulement 30% des véhicules doivent être remorqués vers un garage, un concessionnaire, parce qu'il s'agit de pannes plus complexes qu'on ne peut pas dépanner sur la route. Bonjour monsieur, bonjour. Dites-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Donc elle est restée 3 mois monsieur, hein, c'est ça que vous me dites? 3 mois à l'arrêt. Et depuis peu, des véhicules sont spécialement équipés pour l'électrique, comme celui de Christophe. Comme vous voyez ici, un gros générateur avec 2 énormes caissons de batterie, ce qui permet en fait de mettre un minimum de charge sur le véhicule 100% électrique, qui permet aux clients justement d'aller la recharger tout à fait à une borne la plus proche, quoi. Et ça c'est nouveau dans la flotte de Touring? Tout à fait, oui, c'est tout nouveau. Donc on reçoit des formations en continu pour tout ce qui est évolution par rapport à dans ce domaine-là. Et je pense que comme c'est l'avenir, c'est important qu'on soit au top de la technologie. Le défi de l'électrique n'est pas le seul à relever pour Touring dans les prochaines années. L'entreprise est à la recherche d'une dizaine de nouveaux patrouilleurs pour renforcer sa flotte et rejoindre plus de 500 membres du personnel. Fameuse équipe à vos côtés, hein, oui. Bruno. Effectivement, il y a 500 personnes, plus de 200 patrouilleurs. Beaucoup sont d'ailleurs sur Bruxelles, une cinquantaine, je pense. Ce déménagement-là, on a vu les nouveaux bâtiments, parce que ça, c'est vraiment la nouveauté récente. Il était indispensable après 100 ans rue de la Loi. Pourquoi ce déménagement ? Oui, c'est une grande page de notre livre d'histoire qui se tourne. Donc après 100 ans, au fait, on était rue de la Loi, ici dans notre ancien bâtiment, ça faisait plus ou moins 25 ans. Mais ce bâtiment ne répondait plus non plus vraiment à toutes les normes en termes environnementaux. C'était quand même un bâtiment assez énergivore. Et on a eu une opportunité, il y a eu un promoteur immobilier qui a nous a fait une proposition pour racheter notre bâtiment, que nous avons accepté. Et donc nous étions à la recherche d'un autre bâtiment, mais on voulait rester quand même le long de la petite ceinture, surtout à Bruxelles. C'est important de rester à Bruxelles ? Oui, parce que 70% de nos collaborateurs viennent quand même via les transports en commun, le train, au bureau. Donc on voulait rester absolument proche d'une gare et du métro. Et alors là, on a trouvé un tout nouveau bâtiment qui répondait vraiment aussi à ces normes environnementales. Est-ce que vous avez diminué la surface utilisée ? Parce que ça arrive à un moment charnière, ce déménagement. Évidemment, vous l'avez prévu bien avant l'arrivée du Covid, mais du coup, quand on y est allé, c'était les vacances, mais il n'y avait pas trop de monde. Vous parlez du télétravail. Donc, comment est-ce qu'on gère un bâtiment flambant neuf avec quand même un maintien du télétravail ? On était un peu visionnaire déjà à cette époque-là. C'est vrai qu'on a pris la décision avant le Covid, mais on menait déjà à ce moment-là des tests avec certains départements pour faire le télétravail. D'accord. C'était déjà et donc, le test était assez concluant. Et donc, nous avons en fait divisé quasiment par 2 la superficie.
Et maintenant, voilà, les collaborateurs, on rentre dans un cycle aussi tout à fait nouveau où les collaborateurs peuvent travailler en raison de 2 à 3 jours par semaine chez eux à domicile et ne plus que revenir, voilà, 2 jours, minimum 2 jours au bureau. On veut toujours 2 jours pour garder le lien social et l'appartenance et faire vivre les valeurs de Pas le notre... 4 jours semaine, ça c'est pas à l'ordre du jour? Non, mais on beaucoup. voit aussi que Rapidement. beaucoup de collaborateurs aujourd'hui, avec voilà, ce qui s'est passé avec le Covid, on souhaite aussi, on bien, voilà, apprécie aussi de pouvoir travailler à domicile. Et ça devient aussi un enjeu. Je pense aussi que aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes aussi, font attention, essaient de trouver un bel équilibre de vie entre la vie privée et la vie professionnelle. Et que par conséquent, ce que je vois, c'est lorsqu'on est au bureau, les gens sont très heureux de rencontrer leurs collègues. C'est un peu plus pour venir le matin, hein, donc le temps qu'on perd pour voilà, partir du domicile, surtout quand on est parent de jeunes enfants, il faut les conduire à l'école. Ouais. Et de nouveau, retour. C'est pas toujours évident. Et que quand... maintenant, avec les beaux jours, si on bénéficie d'un jardin ou eh bien, après la journée, on est directement dans les pieds dans son jardin, on en profite aussi, quoi. On l'a senti, votre entreprise a un tournant, elle est en pleine mutation, hein, on parlait d'électrique, on a vu. Alors, pour en parler plus précisément et pour aborder ça concrètement, Pauline, vous avez choisi de mettre en avant un chiffre. On va le découvrir tous ensemble, ce chiffre, on le regarde. Oui. S'il veut bien apparaître. Bah oui, il est là. 365. À mon avis, vous ne savez pas ce que c'est. Une idée? En fait, c'est le nombre de places qui sera perdu, de places de parking en surface qui sera perdu si les autorités bruxelloises réaménagent comme elles l'ont prévu le boulevard de la Toison d'Or. Oui. Et c'est quelque chose qu'a dénoncé Touring récemment. Oui. Et j'ai pris ce chiffre plus pour illustrer le fait que Touring se positionne quand même assez souvent sur des projets d'espace public en région bruxelloise ou des projets tout court qui touchent au déplacement, à la mobilité. Ça peut être d'avoir demandé le report des amendes pour les Euro 4 de la zone basse émission, c'est avoir donné des avis sur tout ce qui est taxation kilométrique, sur le bois de la Cambre avant ça. Et moi, ce que je me demandais, en fait, c'est par rapport à tous vos corps de métier qui évoluent bien, on s'en rend compte, on a vu, comme disait dans le reportage, l'électrique, tout ça. Si par contre, dans les interventions de Touring, dans le débat public, il n'y avait pas parfois une posture qui semblait plus conservatrice et plus pro-voiture, quoi qu'il arrive. Et en tout cas, c'est comme ça que dans les acteurs plus autres, politiques, tout ça, que Touring est perçu. Est-ce que ça, finalement, c'est pas un peu contradictoire ou schizophrénique par rapport au fait que en interne, vous évoluez, enfin, vous suivez toutes ces évolutions de la mobilité. Oui, donc voilà, donc comme on dit, depuis le premier jour, on était un club de cyclistes. C'est vrai que dans les années, ensuite, après, surtout 60, je dirais jusqu'à 2000, on se positionnait fortement comme un club automobile. Et que ces dernières années, voilà, je pousse pour pouvoir se diriger, plus se positionner comme un club de la mobilité. Et au fait, la seule chose, c'est vrai qu'on peut avoir la perception qu'on est toujours un ardent défenseur de la voiture, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, que 80% des déplacements se font surtout aussi par la voiture, mais Touring aujourd'hui, nous on a comme dans les débats avec les autorités, c'est surtout de pouvoir mener une politique, je dirais, d'harmonie entre les différents modes de transport. Vous avez regretté récemment qu'il y avait beaucoup de tensions entre les usagers. Et pour vous, c'est quoi? C'est la faute aux politiques menées? Il faudrait faire ça autrement. On a fait des propositions aux autorités et au ministre de la Mobilité de la région bruxelloise de dire, et qui est basé aussi d'une part ce qu'on veut faire aussi en région wallonne et en région flamande. Par exemple, avec le RER, on dit que c'est une très bonne idée de vouloir créer des autoroutes propres au vélo, qui sont distinctes de l'autoroute de la voiture. Et donc, nous, on a voulu démontrer aussi que ça n'avait pas de sens de mettre tous les véhicules à 4 roues ou à 2 roues dans la même artère, et qu'on a plutôt préconisé d'avoir des grandes artères qui sont plus, où on mettrait plus la voiture, mais qu'on avait la rue parallèle. Si on prend la rue de la Loi, qu'on la laisserait à la rue aux voitures, mais qu'on pouvait avoir la rue du commerce, qui est une rue parallèle, dédiée à la mobilité douce. Pourquoi? Parce qu'aussi au niveau des vélos, aujourd'hui, il y a différents types de vélos
qui circulent. On peut avoir le vélo standard, qui n'est pas du tout électrique. Vous savez, le vélo électrique qui roule à une plus grande vitesse. Vous avez encore le speed elec, vous avez encore la trottinette électrique. Et mettre tous ces engins-là sur une seule petite piste cyclable, ça crée aussi des tensions entre les cyclistes et ça peut aussi provoquer pas mal d'accidents. Et donc là, nous, on a essayé de démontrer qu'à Bruxelles, c'était comme il existe ça dans d'autres villes européennes. Ce que nous, on essaie de voir, c'est d'inspirer les politiciens en disant, regardez des bons exemples qui se passent dans les autres villes européennes et d'essayer de les appliquer aussi à Bruxelles. Voilà, en Hollande, dans les grandes villes, vous avez vraiment des rues qui sont dédicacées à la mobilité douce. Et dans le même temps, dans ces villes-là, c'est vrai qu'il y a des zones où on sait quand même vachement la voiture, c'est à quitter un peu le paysage pour avoir des zones d'espace public requalifiés plus en place, tout ça. Et c'est là où, par exemple, pour le boulevard de la Tour d'Or, qu'est-ce qui gêne tant alors Touring d'avoir à ce moment-là de se dire, ben oui, c'est vrai, sur cet endroit, on veut une présence moins visible de la voiture parce qu'on veut redonner un espace piéton de promenade. On n'est pas contre de dire qu'on veut avoir une ville où il y a moins de voitures. La seule chose qu'on demande depuis de nombreuses années, c'est d'abord de mettre des alternatives en place. C'est comme quand on construit une maison, on ne commence pas par le toit, on commence par les fondations. Et les alternatives, bon, évidemment, on a le RER qui prend énormément de temps. On a demandé aussi d'avoir des extensions de métro, mais surtout, par exemple, aussi d'avoir des parkings à l'entrée de la ville de Bruxelles, à différents endroits. Pourquoi le parking du Heysel, qui est utilisé que quelques fois par an pour le salon de l'auto, le salon le Batibo, mais pendant plein de jours, ce parking n'est pas utilisé. Et juste à côté, il y a une bouche de métro. Pourquoi ce parking... En même temps, celui de Seria, par exemple, qu'ils ont construit justement, est vide. Est-ce que du coup, ça n'est pas une preuve que parfois, il faut mêler incitation et peut-être quelque chose de plus coercitif? Oui, mais il faut mettre des politiques qui a pour but d'inciter. Je prends par exemple la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pousse les gens à garer leur voiture dans les parkings à l'entrée de ville. Et uniquement pour 1 €, ils ont la place de parking plus le ticket de tram aller-retour pour se rendre dans la ville de Bruxelles. La ville de Bordeaux. Du coup, ouais. Et donc voilà, on doit mettre ces genres d'incentives en place pour pousser les automobilistes à mettre la voiture dans les parkings à l'entrée des villes. Aujourd'hui, par exemple, avec le RER, c'est très bien, mais dans les gares où le RER va passer, on est en train là de mettre aussi des politiques de tarification de parking extrêmement élevées. Mais ça ne va pas du tout dissuader les automobilistes à laisser leur voiture à la gare et ensuite de prendre le train. Et c'est ça que nous, on dit, il y a une incohérence aussi dans certaines mesures et que, voilà, on a proposé des alternatives. Et donc, Touring n'est pas du tout contre pour aller vers une ville où il y a moins de voitures. Mais en même temps... Mais on doit aussi tenir compte aussi. On oublie trop souvent aussi, parce qu'on reçoit beaucoup d'appels de membres, et si, par exemple, vous avez abordé l'Euro 4, on a beaucoup aussi de personnes âgées qui font très très peu de kilomètres. Mais ils ont besoin d'une voiture pour se déplacer, pour aller faire ses courses, pour aller chez un docteur, par exemple. Et on a comme ça des cas où on a des personnes âgées qui roulent avec une voiture ancienne, une diesel qui est Euro 4, mais qui est encore en très bon état, qui passe les contrôles techniques, mais qui ne fait que 3000 km. Est-ce que pour ce type de personnes qui font que même pas 5000 km par an, on doit les interdire à utiliser leur véhicule et en fait un peu les pousser à la surconsommation de dire... Est-ce que ça, c'est pas juste simplement de dire que toute mesure est rarement parfaite, parce que la qualité de l'air, qui est un enjeu très important en région bruxelloise, est-ce qu'à un moment, on n'est pas obligé... En fait, c'est vrai qu'ils ont fait ces paliers de l'AISE, Low Emission Zone, qui était annoncé. Mais justement, et Bruno Thibault, parce qu'il faut aussi parler de votre business, tout ça, on a l'impression que c'est pas bon pour votre business. Alors comment on se repositionne en tant que Touring Secours, où le chiffre d'affaires, c'est quand même majoritairement du dépannage automobile. Il va falloir trouver d'autres types d'investissements. Parlons vite du futur de Touring. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour contrebalancer tout cela dans un Bruxelles qui bouge? Alors, d'une part, nous aussi, on est en train de mener notre réflexion pour adapter notre flotte et d'avoir une flotte électrique. C'est un vrai défi, j'imagine. Et donc, c'est un défi parce qu'au niveau des camionnettes, on est au
niveau de l'électrification de camionnettes, les fabricants ne sont pas aussi avancés que pour les véhicules de particuliers. Et donc, on a un objectif d'être plutôt à un horizon de 2030, d'avoir une flotte qui est 100% électrifiée. Mais et vous avez les reins assez solides pour ça, parce qu'on le sait, le chiffre d'affaires, il est assez stable. Mais est-ce que vous avez les investissements pour? Est-ce que vous avez... Oui, parce qu'on renouvelle chaque année une grande partie de notre flotte. Alors, c'est sûr que une voiture électrique coûte un peu plus cher, mais ce n'est pas non plus le point qui nous pose plutôt le gros problème. Dans le futur, c'est que notre autre grand défi, ça va être avec... on a le temps, on ne sommes pas confrontés à un business qui va changer du jour au lendemain, parce que c'est qu'uniquement en 2030 qu'on estime que 20% du parc de voitures sera électrifié. Donc ça ne représente représente qu'un cinquième, donc ça nous donne du temps. Mais c'est sûr que l'électrique, par rapport au métier du pâtureur, ça va changer, parce que il y aura sans doute moins d'interventions à réaliser. Mais c'est pour ça que, comme vous avez vu dans le reportage, on équipe des pâtureurs pour pouvoir recharger les batteries, parce que on a quand même, on échange beaucoup avec nos correspondants norvégiens et suédois qui ont une longueur d'avance sur l'électrification du parc. Et qu'est-ce qu'ils constatent aujourd'hui, c'est qu'il y a moins d'interventions plutôt techniques. Mais sur une voiture électrique, aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes de recharge, parce que on croit atteindre sa destination et que on arrive trop court. Et deuxièmement, aussi étonnant, c'est qu'avec le poids du véhicule aujourd'hui, il y a plus un grand problème au niveau des pneus. Les pneus s'usent beaucoup plus vite et crèvent. Et donc, en Suède et en Norvège, ils sont beaucoup plus confrontés à des interventions de pneus. Donc là, vous allez devoir anticiper aussi. Ce sera juste la conclusion de l'émission. Vous suivez au niveau des pneus, qui est quand même les pneus, les batteries. Est-ce que vous suivez malgré la crise, notamment en Ukraine? Vous arrivez à suivre au niveau matériel? Vous n'avez pas de pénurie pour équiper? Non, pour nos propres pâtureurs, on n'a pas de souci pour équiper, avoir des pièces de rechange. Pas pour l'instant en tout cas, et on vous le souhaite. Malheureusement, ça va être très frustrant, mais c'est déjà la fin de cette émission. Je sens évidemment que tout le monde aurait envie d'encore beaucoup parler. On avait beaucoup de questions encore, mais voilà, une émission, c'est un timing. Je vous remercie tous les deux d'avoir été nos invités. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Big Boss.